À chaque fois, ça me fait rire. Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette première émission, les coulisses du DevQuest, où on va parler aujourd'hui un petit peu de développeur expérience, voilà, en compagnie de Florent, mon co-animateur. Oui, je suis très enchanté d'être là. On va parler d'un sujet qui touche beaucoup de développeurs. Et on est accompagné de 3 invités exceptionnels. C'est ça, dont Geoffrey qui a fait la keynote ce matin. Bonjour, ben oui, merci. N'hésite pas, vas-y, présente-toi un petit peu Ben ton oui, parcours. Geoffrey, donc ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine de l'informatique. À la base, j'ai une casquette DevOps assez forte, technique, et après, au fur et à mesure, ben, j'ai accompagné des équipes de développement, et puis je suis rentré petit à petit dans le monde du craft et du DevEx, forcément. Et, voilà. Et on a accompagné notamment de Yuri. Yuri. Oui, bonjour, merci. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Yuri Tuknin, je suis fondateur et CEO de Devex Consulting, une agence de conseil et organisme de formation en IA et en leadership technique. Et j'accompagne les TPE-PME en fait, sur la question de l'IA, mais aussi en fait, des représentants de personnel sur ce sujet et les entreprises en leadership technique. Donc, merci pour l'invitation. Et pour finir, donc moi je suis Arthur Magne, merci aussi pour l'invitation. Je suis CPO et cofondateur de PackMind. Je suis développeur depuis un peu plus de 10 ans maintenant, spécialisé dans l'excellence technique, la qualité logicielle, tous ces sujets-là. Et pendant des années, du coup, on a travaillé en recherche et en développement sur des choses qui tournent autour de la developer experience, de la gamification, etc. On aura l'occasion d'en parler. Du coup. Mais bien sûr, c'est super. Pour le coup, on va essayer de se mettre un petit peu comme des néophytes. Pour vous, c'est quoi la dev experience en fait? Parce qu'on en entend parler pas mal de fois. Je pense qu'on le vit tous un petit peu, chacun de nous, en tant que développeur. Et est-ce que vous avez un petit peu, en une ou deux phrases, comment vous pourrez expliquer ça? Tu veux commencer, Geoffrey? Ouais. Ok. Donc la DevX, c'est une approche développeur-centric dans le but de mesurer un petit peu leur activité, mais mesurer pas que ce qu'ils produisent, mais aussi leur contexte de travail dans lequel ils évoluent. Parce qu'en fait, il a été montré dans une étude précédente nommée Space, un framework Space, en fait, que les fondements de la productivité d'une personne, c'est ses capacités, ses skills, mais c'est aussi son environnement de travail qui ne soit pas toxique ou pesant. Voilà. Et la DevX, donc, c'est l'approche développeur-centric pour améliorer cette expérience, prendre du plaisir à développer, pas n'être que quelqu'un qui produit du code, mais quelqu'un qui crée quelque chose. Donc on est presque dans de l'artisanat, à rechercher l'approche artisanale de développer. Voilà ma vision. Yes. Je vais enchaîner. Du coup, effectivement, on est sur une activité créative quand on fait du dev. On n'est pas là pour exécuter, on ne va pas travailler de la même manière du matin au soir. On ne peut pas attendre de nous qu'on soit productif de la même manière, etc. Et en fait, cette productivité, comme tu disais, elle va vraiment être impactée par nos conditions de travail, par les outils qu'on va avoir au quotidien, par la tension, par vraiment tout ce qui va faire notre environnement. Et en fait, c'est une partie super importante de notre boulot en tant qu'artisan, justement, créateur de logiciels, d'avoir le meilleur environnement pour être dans un état de flow, comme tu disais ce matin dans la keynote, être vraiment dans une situation où on va produire le plus de valeur possible pour l'entreprise rapidement. Je pense que j'ai plus rien à ajouter en fait. C'est assez complète. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'ajouterais peut-être une dimension en fait que c'est l'expérience individuelle de chaque développeur, mais aussi développeuse, mais aussi une expérience collective en tant que l'équipe du métier en fait, de l'artisanat finalement en fait, de production du code dans le contexte de travail. Donc, il s'agit en fait d'une expérience professionnelle, une expérience vécue par ces personnes au travail avec les conditions de travail que tu as mentionnées, en fait, avec le contexte, avec l'environnement qui crée le système. Et je trouve qu'elle tombe pile poil, cette approche développeur-centric, parce que, vous savez, je suis fan d'un truc qui s'appelle Accelerate, j'ai beaucoup parlé.
Vous avez peut-être entendu parler des Dora Metrics. Ces Dora Metrics qui sont 4 KPI qui mesuraient la performance d'une organisation. Et le problème de cette étude, c'est qu'aujourd'hui, l'approche qu'il y a eu, très orientée KPI et top-down, elle n'a pas fait sens pour beaucoup de gens. Et les gens ont plutôt subi ça, et notamment les équipes de développement. Et quel est le lien avec le DevEx? C'est que dans Accelerate, on parle de levier de performance technique, de levier de performance sur la qualité aussi, mais on parle aussi de levier de performance autour du bien-être au travail. Et je n'ai pas vu beaucoup d'organisations utiliser ces fameux leviers de performance autour du bien-être au travail, alors que c'est prôné depuis 2018. Je pense au leadership transformationnel, avec les 5 dimensions qui permettent de créer des cadres de travail qui permettent aux équipes de se sentir plus concernées, investies, d'avoir moins de pain points, moins de souffrance à déployer, etc. Et ça a été, moi je trouve que ça n'a pas été beaucoup exploré, ça. On était plutôt sur des capacités techniques, automatisation, etc. Et c'est bien qu'il y ait le DevEx qui formalise ça pour compléter les approches top-down autour des Dora Metrics. Parce qu'il y a des équipes qui ont pris de face cette arrivée de Accelerate et des Dora Metrics. J'adore ça, mais j'adore cette étude, mais la manière dont ça a été décliné dans les organisations a des fois été un peu trop violente, entre guillemets, un peu trop forte, et ça a créé plus de burn-out ou de désengagement qu'autre chose. Ce que tu évoques, du coup, Geoffrey, c'est la mesure finalement du coup de cette expérience. Elle a aussi une autre dimension, c'est finalement individuellement on a une expérience. Est-ce que collectivement c'est juste une simple somme, ou est-ce que avec Dora finalement on a une lecture plus plus stricte, si je puis dire, avec les 4 métriques? Comment on arrive à finalement cerner ce que c'est finalement l'expérience développeur d'un point de vue objectif? Est-ce que c'est une simple somme? Est-ce que c'est finalement une composition d'indicateurs? Et ça, aujourd'hui, c'est pas très clair dans la tête des développeurs et puis des organisations pour pouvoir justement s'améliorer sur l'expérience développeur. Souvent, on va avoir des retours de devs qui vont dire « Ah, tel outil ne fonctionne pas » ou « Là, on sent qu'on pourrait aller plus vite, on pourrait gagner du temps, etc. » Et je pense que là, avec peut-être Pacmind, on peut peut-être avoir des solutions. C'est vrai que c'est souvent un des arguments que je reprends quand je fais des conférences sur l'impact de l'IA ou l'impact de tel outil quand on va travailler dans les équipes. En fait, Accelerate le fait très bien parce qu'ils font l'analyse au niveau individuel. Donc ils vont dire, tiens, est-ce que niveau individu, par exemple, quand tu mets en place de l'IA ou quand on met en place telle solution, tu vas plus vite? Et donc souvent, on a des résultats où les gens vont dire, j'ai l'impression de coder plus vite, j'ai l'impression de produire plus vite. Par contre, niveau équipe et entreprise, on a des impacts des fois qui sont beaucoup plus limités, voire qui vont à l'encontre de notre impression individuelle. Donc, quand on parle de développeur expérience, effectivement, on va dire, est-ce que individuellement, je suis dans un bon environnement, j'ai tous les outils qui vont me permettre d'accélérer. Mais en fait, même si on a l'impression d'aller vite, si ça se trouve, le système complet ne fonctionne pas comme il faut. Donc, c'est important comme tu disais, sur la partie mesure, si on veut vraiment être sûr qu'on a un impact positif pour l'organisation et pour la livraison de valeur, parce que c'est ce qu'on veut au final, c'est vraiment qu'on puisse calculer et mesurer tout ça. Et c'est vrai que côté Pacmind, ce qu'on va faire, c'est essayer de capturer le maximum d'informations au niveau des organisations qui sont très dures à avoir des fois quand on est développeur ou contributeur individuel, les donner au bon moment aux différents développeurs, aux différentes équipes. Et en fait, tout ça, c'est juste pour essayer de faire en sorte que le système fonctionne bien et de manière fluide, sans qu'il y ait de friction tout le temps, de contraintes, de devoir aller chercher des choses à droite à gauche, de devoir se battre quand on veut proposer une question ou une décision, etc. Donc tout ça, ça fait partie en fait justement de la développeur experience, c'est se sentir dans un contexte fluide où en fait l'organisation fonctionne bien. Si moi tout seul j'ai l'impression d'aller vite et que tout se passe bien, mais que je vois que c'est le feu autour de moi dans les équipes et que je peux rien faire avec les autres, je pense que mon environnement personnel en fait il va être impacté par ça. Oui, tout à fait. C'est très bonne dimension, en fait, cette dimension collective. Et pour ajouter, en fait, il existe un outil qui chaque entreprise, à partir d'un salarié, doit avoir. En fait, ça s'appelle un document unique d'évaluation de risques professionnels. Tu as parlé des risques ce matin, en fait, et ça rejoint un peu en fait ce document. Donc, à la base, en fait, c'est un document qui évalue
les risques comme les risques en fait de chute de plein-pied, électricité, etc., etc. Mais très récemment, je pense que c'est assez récent, si on parle en fait de 2008, entre 2008 et 2017, en fait, il y avait une autre dimension qui a été ajoutée en fait à ce document, une dimension en fait ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Donc c'est les risques qu'on peut mesurer. Donc il existe 6 familles de risques qui incluent l'autonomie, qui incluent le stress, qui incluent en fait d'autres risques et qu'on peut évoluer. Et justement, on les évolue plutôt en fait par groupe, par ce qu'on appelle en fait les unités de travail. Et unités de travail, en fait, ce sont des métiers qui font la même chose. Donc, si on parle en fait de développeurs, en fait, on peut rassembler en fait tous les développeurs en fait au sein de même groupe. Et on peut évaluer en fait les risques psychosociaux en fait au sein de ce groupe. Et ça, c'est une métrique en quelque sorte obligatoire pour chaque entreprise qui existe en France, au moins en France, et qu'on peut mesurer en fait, et pour avoir en fait cette vue en quelque sorte déjà hélicoptère en fait de point de vue de groupe de travail de développeurs de logiciels. Mais aussi en fait c'est une obligation qui s'applique à toute l'entreprise. Du coup, on peut voir en fait par exemple par chaque groupe de métier, en fait, c'est quoi les impacts en fait, au niveau psychosocial. Ok, donc si je comprends bien et si je résume un petit peu, au final, la dev expérience se base quand même beaucoup sur, enfin, on pourrait faire un parallèle avec la qualité de vie au travail, la QCVT, là, quelque chose comme ça, d'un point de vue légal. Et ça se base énormément là-dessus. Ce que tu expliquais, c'est que Accelerate avait une grosse vision d'un point de vue organisationnel pour améliorer les processus, les automatisations, etc., mais que ça pouvait délaisser un petit peu justement cette partie bien-être. Et c'est ça que tu dis que tu trouves un peu dommage en fait là-dessus, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Ouais. D'imposer une trajectoire de faire top-down aux équipes, ça va faire appel à un mécanisme. Alors, je vais prendre des pincettes, mais normalement, on va créer ce qu'on appelle de l'acrasie, c'est-à-dire l'acrasie, c'est que je te force à aller dans une direction où tu n'as pas forcément envie d'aller. Donc en fait, tu ne prends pas la température d'ambiance de qu'est-ce qui fait sens pour les équipes. Le DevEx va chercher la température ambiance des équipes. Je vais juste recentrer sur le DevEx. Il y a quand même 3 piliers. Il y a quand même un minimum de cadre. Parce que c'est bien de le rappeler, parce qu'il ne faut pas non plus que les entreprises disent j'ai mis un baby-foot, donc on fait du DevEx. Et c'est les biais et les torts qui peuvent arriver avec ce qui fait un peu buzzword. Il y a quand même 3 piliers qui sont la qualité des feedbacks du travail qui est effectué par les équipes. Donc avoir des feedbacks pertinents, qui valorisent la personne, qui met en valeur ce qu'elle sait faire. Donc ça, c'est un des premiers piliers, qui est très souvent pas pris en compte dans une approche Accelerate top-down. Il va avoir le fameux flow state. Pour résumer le flow state, c'est cette sensation de s'investir dans un projet sans compter le temps. C'est un peu cette sensation que vous avez déjà tous eue. Vous rentrez chez vous, mettez votre short, vos claquettes, vous ouvrez l'apéro et là d'un coup, vous dites je vais produire, j'ai envie de travailler sur un truc et vous allez produire plus vite. Donc cette sensation qui gomme l'ennui et la répétition des tâches qui ne font pas sens et avec un challenge qui est totalement tenable, qui ne va pas dépasser, on va dire, qui ne va pas mettre la personne dans une situation d'illégitimité. Ça également, c'est un deuxième pilier. Et le troisième pilier, c'est la charge cognitive. Et on en a parlé un peu ce matin sur la keynote. Je ne sais pas, avoir un code ultra complexe qui fait que tu passes du temps à lire ton code et c'est hyper compliqué de le mettre à jour. Tu ne peux pas faire de tests. En fait, ça va jouer sur la charge cognitive. Voilà, c'est un élément parmi tant d'autres. Et ça, on peut aller les mesurer. D'accord ? Ça, on peut aller chercher des leviers techniques pour les mesurer. Et c'est ce qui va compléter vraiment cette approche Accelerate qui n'a pas mentionné, malgré cette volonté de vouloir le faire. Je pense qu'Accelerate, c'est mal nommé. Et tout le monde est parti sur l'idée d'aller très vite. Oui. Mais pour aller très vite, il faut aller bien aussi. Oui. Okay. Et pour le coup, une fois qu'on comprend, qu'on a ces mesures un petit peu au niveau de l'entreprise, comment on pourrait améliorer justement la dev expérience des équipes de production, etc. Au travers de tout ça, je pense, surtout par exemple par rapport à Pacmind, vous êtes sur des outils qui sont quand même vachement ciblés sur la lecture de code, les feedbacks, etc. En quoi ça peut justement améliorer la dev expérience par rapport à tout ce qu'on vient de dire ? Alors, pour parler un petit peu d'IA,
justement parce que c'est un peu les sujets du moment, ça va impacter fortement la dev expérience parce que avant, on était peut-être avec notre casque, avec notre musique, à produire du code. On pouvait rentrer dans un flow state, justement, où on était parti pendant toute la matinée à coder ou pendant au moins 1 heure d'affilée. Maintenant, si on commence à travailler avec des agents d'IA, par exemple, qui doivent nous aider, en fait, on va commencer à écrire un prompt pour lui dire de faire quelque chose. Et ensuite, on va devoir attendre 2-3 minutes, des fois même plus, qu'il ait terminé de faire ce qu'il est en train de faire. Mais pendant qu'il fait, nous, on ne peut pas vraiment faire autre chose. Donc, on va avoir du context switching. Donc, ça va être un peu compliqué. Et le but, justement, de Pacmind derrière, c'est d'aller s'assurer que ces outils d'IA produisent le code de la manière dont ils devraient le produire, avec toutes les pratiques de l'entreprise en termes de sécurité, d'accessibilité, etc. Le problème, si on ne fait pas ça, par exemple, on voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui mettent de l'IA un peu partout, du GitHub Copilot, Cursor, etc. Et en se disant, tiens, ça va être génial, mes développeurs vont aller plus vite, etc. En fait, on va avoir l'impression que le code est produit plus vite, mais si ce code n'est pas de bonne qualité, en fait, ça veut dire que le développeur doit aller chercher dans la doc lui-même, est-ce que ce qui a été fait, c'était la bonne manière de faire? S'il valide tout simplement, ça va arriver en merge request, il y a quelqu'un qui va dire « Ah non, mais ça fait 4 fois qu'il me fait la même connerie, donc je vais lui mettre un commentaire ». La personne va se prendre 10 commentaires et donc va se dire « Mince, il faut que je modifie le code ». Donc il va redemander à Copilot « Modifie le code par rapport aux commentaires ». Et là, en fait, on rentre dans un endroit où la développeur expérience, c'est vraiment terrible parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, on a des mauvais feedbacks justement de la part du reste de l'équipe, alors que ce n'est même pas nous qui avons produit le code. Et donc, pour qu'on rentre justement dans cet endroit où il y a moins de charge cognitive, c'est le but de solutions comme Pacmind, de se dire on va faire ce travail d'aller capturer, de donner les informations à GitHub Copilot, de faire de l'analyse qui va bien, juste en fait pour prendre de l'info à un endroit et automatiquement la donner à un autre endroit sans que la personne ait lui-même à le faire. Il pourrait le faire en gros, mais le problème c'est justement cette charge cognitive, cette perte de temps, cette perte de flow state. Donc le but c'est d'essayer de trouver aujourd'hui plein d'outils IA ou plein d'outils tout simplement, et des choses culturelles aussi, pour réduire justement cette charge cognitive. Donc c'est exactement ce qu'on essaye de faire. J'ai un cas concret d'utilisation de Pacmind qui, moi, m'a marqué. J'ai invité Arthur il y a quelques mois dans ma société chez Inside pour faire tester l'outil Pacmind. Et donc il y a eu plusieurs tests. Et en fait, il y avait des leaders dev. Et les leaders dev avaient apprécié énormément le rappel des best practices, notamment au niveau de soit du formatage du code, soit au niveau de certains code smells qui étaient présents dans le code, qui augmentaient la complexité de compréhension du code. Et en fait, suite à l'expérience, on a juste fait un petit bout, on n'a même pas tout exploré. Les lead devs m'ont dit, en fait, ça m'a déchargé mentalement de me dire je dois rappeler les bonnes pratiques, parce que c'était fait de manière automatique. Donc voilà une illustration très concrète dans une IDE de petits tips qui apparaît pour dire aux personnes qui découvrent un peu ces règles, n'oublie pas et fais-le, et voici des exemples. Et pour compléter, c'est vrai que j'ai pu tester un petit peu Pacmind dans certains projets, et c'est vrai que quelque chose en tant que dev, le fait de directement avoir des rappels, un peu comme un linter, ESLint ou autre, directement dans l'IDE, des bonnes pratiques qui ont été décidées par l'équipe ou même dans plusieurs équipes au sein de l'entreprise, c'est une décharge complète parce qu'en fait, on n'a plus besoin d'aller chercher dans les tréfonds de la doc, comme tu disais, et des fois, combien de fois ça m'est arrivé de me dire c'est quoi le lien de la doc et de demander à 15 personnes différentes pour les avoir. Donc ouais, je suis complètement fou. Et toi, c'est un peu n'importe quoi le terme, mais c'est du shifting left best practices. Toi, tu intègres les bonnes pratiques dès le plus tôt possible. Toi, il y a la notion pour la sécurité, pour les tests, mais ça aussi c'est bien. Ça évite de push commit du code et de se dire au bout de 2 semaines, il faut que je revienne dessus parce qu'il y a un truc qui n'est pas compatible, etc. et qui augmente ta charge mentale. Souvent au début, on le voit à travers les pull requests, on a pas mal de retours, on va essayer de les codifier, mais effectivement, elles sont traitées que tardivement finalement ces pratiques. Le fait de les intégrer dans l'IDE, c'est un réel avantage. Il ne faut pas oublier Deadline qui est super fort, qui casse tout ça. Et ça me fait penser aussi à une autre discussion qu'on avait eue une fois ensemble, Geoffrey, où tu en as parlé un petit peu aussi, Arthur, sur les commentaires de PR. C'est vrai que souvent, quand on fait des code reviews ou des choses comme ça, on a tendance du coup, à remonter uniquement les choses qui ne vont pas. C'est là où, très vite, en fait, tu m'as parlé de quelque chose qui s'appelle le conventional comment, pour le coup, exactement. Qui est exactement la même chose que le conventional commit, mais pour les pull requests, où en fait, c'est un format, une convention en fait, de nommage dans les commentaires qui va vous pousser déjà à catégoriser un petit peu tel type de retour vous voulez faire sur la pull request. Et aussi, en fait, il y a certaines catégories
de positif, en fait, de commentaires positifs en mode, je crois que c'est praise, voilà, Praise. c'est Ouais, ça, c'est en praise. mode, non, ça c'est super ce que tu as fait, etc. Et en fait, je me suis mis à utiliser ça suite à notre discussion. Et c'est vrai que ça devient un peu automatique maintenant de se dire, tiens, là, ça, ce que tu as fait, c'est cool à ce moment-là. Et en fait, la personne qui demande la pull request va avoir aussi des commentaires positifs. Ouais. Et je pense que ça a un impact aussi très fort là-dessus. Sur Ah, le mais DevOps. Je le pratique souvent auprès de mes équipes et ils sont ravis d'avoir des retours positifs. Et finalement, si on leur demande un résumé de la PR, ils vont retenir essentiellement du coup le compliment, la partie praise. Et du coup, c'est vrai que Top. c'est un côté un peu plus Positif. positif. Voilà, Exactement. effectivement. On subit pas. Et je pense que du coup, là, on a parlé un petit peu des outils qui vont analyser du code, qui vont structurer un peu tout ça, décharger mentalement, des petites conventions comme ça qui peut aider un peu là-dessus. Et toi, Yuri, du coup, toi, tu as plutôt une approche, on va dire, un peu plus en amont, côté formation, sensibilisation auprès des équipes. Quel impact ça peut avoir du coup sur l'amélioration ? Tout à fait, tout à fait. Effectivement, il y a des outils en fait qui sont conçus pour améliorer l'expérience au travail, mais on a tous droit à la formation et on peut être formé à utiliser les outils. On a parlé tout à l'heure avec Arthur qu'on suppose que les développeurs doivent être très très bons en fait en prompting. Pourquoi on suppose ça en fait? Parce que c'est l'informatique ou pourquoi? Ou parce qu'on est obligé toujours faire la veille, ce qu'on appelle la veille en fait, d'ajouter une autre charge mentale complémentaire en fait justement pour ok je dois me former tout systématiquement. Mais l'entreprise doit vous former aussi, il doit proposer les formations, y compris en fait en prompting. Il suffit de proposer en fait une formation d'une journée, 2 journées en fait, pour que vous puissiez déjà monter en compétence sur ce sujet, vous décharger en fait de cela, vous donner le temps pour monter en compétence et pour finalement réussir, pour mieux utiliser les outils. Et pour aller au-delà, c'est aussi important dans l'environnement de travail de former les managers. Les managers, en fait, on a souvent, et j'ai lu un rapport très intéressant récemment en fait, sur ce sujet, en fait, qu'on a cette impression que le management, en fait, c'est l'ascenseur social, il faut toujours passer par là, et du coup, en fait, si on veut gagner plus, il faut être manager. Alors que c'est un métier comme l'autre. Travailler avec les humains, c'est pas facile. Il faut apprendre comment travailler. Il faut être conscient, en fait, de la santé mentale, de charge cognitive, de l'état de flow, de tout ce que je ferai à parler en fait, justement pour être un bon manager. Donc, et un bon manager, c'est un métier, c'est une vocation, si vous voulez, en fait, et il faut se former là-dessus, en fait. Et l'entreprise a tous les moyens, en fait, pour vous donner le temps et aussi l'argent, parce qu'ils ont des budgets, en fait, de formation, pour vous former en fait sur ce métier. Donc c'est hyper important, même en amont d'utilisation des outils, de former à l'outil et former en fait aux bonnes pratiques managériales que tu as mentionné aussi aujourd'hui en fait dans la keynote en fait de management, de transformation, d'accompagnement en fait de proximité. Oui, donc du coup, au final, ce que tu veux préciser aussi, c'est que tu cherches pas à former uniquement les devs, mais aussi toutes les personnes autour. En fait, la formation, c'est pas uniquement d'un point de vue individuel, c'est vraiment d'un point de vue collectif. Il faut que chacun puisse se former sur les différents aspects et pas que au niveau des outils. Il y a peut-être aussi des choses à mettre en place dans l'entreprise pour faciliter peut-être aussi l'adoption de certains outils qui permettraient d'améliorer l'expérience développeur. Je te laisse rebondir, Yurich, mais moi, je trouve qu'il y a un problème depuis 2-3 ans. C'est mon point de vue, j'en parlais encore avec William tout à l'heure. Il y a une obsession dans les entreprises, c'est améliorer la productivité de l'équipe de développement. Et ce terme, ok, j'entends pourquoi, parce que c'est l'équipe de développement qui produit la valeur et personne d'autre. Donc, c'est hyper important. Mais de dire ça, on reste focus à l'intérieur des pratiques des équipes de développement. Du coup, tu vas adopter l'IA, tu vas adopter ci, tu vas adopter ça, et on en revient au travers des charges cognitives que peut subir un lead dev et d'autres profils. Et ce qu'on oublie, c'est tout ce qui gravite autour. C'est-à-dire justement peut-être des process, les flux de communication, peut-être que tu as une spec qui est mal faite, donc ton US est mal faite, et du coup l'implémentation, on fait comme on peut, on doit aller chercher de l'information. Et je trouve que le DevEx
il faut faire attention, il est encore trop centré sur l'équipe de dev, il faut voir plus large. Et c'est intéressant du coup d'aller challenger tout ce qu'il y a autour parce que ça y joue aussi. Oui, tout à fait en fait. Parce que si tu cherches la performance et on essaye de définir qu'est-ce que c'est la performance, ou la productivité, la performance, en fait, c'est tout d'abord en fait, c'est la capacité d'agir à partir de nous-mêmes. Donc avoir en fait cette motivation intrinsèque en quelque sorte, en fait, que nous on agit dans le sens de résultat, mais plutôt en fait concentré sur le process qu'on est en train de faire. C'est l'environnement. Donc, si l'environnement est propice, nous facilite les choses, en fait, c'est notre motivation intrinsèque, en quelque sorte, en fait. Oui, il y a le salaire, certes, mais aussi, en fait, les bonnes conditions de travail, le manager, en fait, qui est supportif, qui vient te féliciter, en fait, si tu as réussi, en fait, de corriger un bug sur lequel tu as travaillé pendant 2 jours. Et ensuite, je reviens sur la formation, en fait, c'est les compétences. Donc, 3 choses pour avoir les performances: action, intrinsèque, environnement extrinsèque et les compétences, parce que si on n'a pas de compétences, on ne peut pas faire former. Et pour la compétence, il faut se former, il faut faire la veille, certes, mais ça revient à nous. Mais après, en fait, c'est aussi possible de faire de l'extérieur, en fait, par une formation, par une action de formation. Et, dernière petite question, du coup, Arthur, avant de conclure. Est-ce que vous avez mis en place des mesures aussi avec Pacmind qui pourraient, qui pourraient démontrer un petit peu, au travers de l'outillage que vous pouvez délivrer à vos clients, une amélioration vraiment dans les retours des lead développeurs, des développeurs, de bien-être, vraiment? Alors, effectivement, en fait, on doit toujours faire des mesures qualitatives et quantitatives. Donc, pour tout ce qui est qualitatif, ça va être plus des surveys, des formulaires en fait qu'on va envoyer spécialement aux développeurs et aux tech leads, d'ailleurs, qui doivent être différents parce que contextuellement, on n'a pas la même attente, on n'a pas le même métier exactement. Donc, c'est important d'avoir ces questions justement pour avoir des infos vraiment directes et ouvertes de la part des personnes. Ensuite, nous, ce qu'on va regarder, ça va être des calculs, du clustering sur les commentaires en merge request par exemple. Combien il y a de commentaires, est-ce qu'il y en a moins? Et on va regarder est-ce qu'il y a des commentaires qui se répètent. Si on voit qu'il y a une personne ou une équipe qui répète 10 fois la même chose en 2 mois, on sait que c'est pas bon et on sait que ça c'est typiquement quelque chose qu'il faut automatiser parce que la personne elle va plus en pouvoir. Donc vraiment on essaye de regarder justement la qualité de ces commentaires, voir est-ce que c'est des commentaires qui sont importants, qui sont bloquants. Quand il y a du conventional comment comme tu disais, c'est une mine d'or parce que du coup on peut savoir est-ce qu'il y a plus de commentaires positifs, est-ce qu'il y a plus de commentaires bloquants, etc. Le problème, c'est que souvent, on a des entreprises qui ne sont pas aussi bien structurées. Donc, aller chercher cette donnée, justement, ces KPI, ce n'est pas évident. Il faut vraiment que ce soit fait avec chaque entreprise de manière un peu différente. Et les entreprises qui ont déjà implémenté des Dora Metrics, etc., c'est une mine d'or parce que du coup, on peut suivre des indicateurs. Mais comme le disait Geoffrey, il faut faire très attention. Il y en a qui ont trop mis en avant il faut faire tant de merge requests par jour, etc., en oubliant en fait le process global et puis l'environnement pour les équipes. Et la loi de Goodhart, du coup, qui s'applique derrière. Il y a un point qu'on n'a peut-être pas rapidement évoqué, c'est les choses qu'il ne faut absolument pas mettre en place. Ça peut être des outils, ça peut être des process qui iraient à l'encontre de l'expérience développeur. Des fois, on peut avoir des situations de tension qui sont liées justement à des process ou des outils. Que vous avez... Pour le coup, Yuri, on a un petit peu parlé, au final, en expliquant que le fait que si tu ne formes pas suffisamment bien les gens, que tu ne les sensibilises pas, s'il n'y a pas vraiment une attention au niveau de l'entreprise là-dessus, ça va être compliqué d'améliorer tout ça. Et peut-être aussi choisir les bons outils, peut-être. J'allais dire la compétition. On a eu le cas de pas mal d'entreprises qui nous ont dit on va utiliser Pacmind ou Promise à l'époque pour mesurer un score pour les développeurs, un score pour les équipes et les afficher dans les open space pour dire tiens, tel développeur il fait beaucoup de conneries en termes de dette technique alors que lui il est plutôt bon, etc. Ça n'a jamais été une bonne idée, je pense. Et effectivement, il peut y avoir des super environnements où on peut mettre en avant des choses, mais clairement comparer un peu trop les équipes, etc. Et c'est ce qui est un peu fait aussi des fois, des équipes qui mettent en place, etc. et qui disent eux ils sont très performants, donc c'est bien, on va aller piocher des choses. Mais loi de Goodhart, attention, on ne va pas essayer juste d'aller plus vite, du coup, de faire beaucoup plus de petits commits pour rattraper telle équipe. Il
faire vraiment très attention à la mesure justement derrière et la compétition. Merci beaucoup, Oui, merci. en tout cas, c'était vraiment super agréable. On arrive au bout de cette petite émission. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, à nous les poser un petit peu, du coup, pour ceux qui sont à distance, bien sûr. On les partagera à nos différents invités qui pourront vous répondre avec grand plaisir. Pour ceux qui sont sur place, n'hésitez pas à venir discuter avec eux après. Ils ne mordent pas, ils sont très gentils. Un petit tour de table juste rapide pour savoir ce que vous en avez pensé, et puis après on termine là-dessus. Je trouvais ça très bien, effectivement, le format un peu ouvert et d'avoir différentes personnes. On a quand même des expériences assez différentes tous les trois. Donc c'est bien de croiser justement ces différentes expériences et de pouvoir en parler de manière ouverte. Oui, tout à fait. J'ai rejoint Arthur. C'était très intéressant. Merci. En fait, c'est un très bon format et assez complémentaire en fait l'un l'autre, je trouvais. Même ressenti. Et ce que j'ai aimé, c'est que vous nous avez donné l'opportunité de parler d'un sujet qui, pour moi, devient très important. Je le prends peut-être trop à cœur, ce sujet, mais pour moi, je pense que c'est très, très important. Parce que voilà, les statistiques sont aussi là au niveau des burn-out, de la dépression, de la pression. Ça se voit au quotidien sur la santé mentale globale des Français et des Françaises. Donc, merci de nous permettre de parler de ça et d'essayer de populariser ces idées pour ensuite que les choses changent, parce qu'il faut qu'elles changent. J'ajouterais juste par rapport en fait à santé mentale. J'ai vu une étude récemment en fait qu'il y a une autre métrique en fait qui s'appelle taux d'absentéisme dans les entreprises. Et en 5 ans, il est monté à plus que 41% en France. Donc, ça montre quelque chose que les gens commencent à utiliser les arrêts maladie en fait pour se reposer, tout simplement. C'est important, mais ça montre dans quelle situation en fait on se trouve actuellement aussi. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis on vous dit à demain. Demain midi, à peu près. Demain midi, avec Quentin Adam sur du coup le sujet de la souveraineté numérique. C'est ça.